Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Aujourd'hui, sur la terrasse de l'auberge, c'est incroyable. C'est incroyable. Le ciel bleu, c'est rare qu'on voit un bleu comme ça. J'aime beaucoup. J'adore. Et je pense que ce ciel bleu-là, ce soleil-là, il arrive de quelque part. Je pense qu'il arrive du sud de la France. Il arrive d'une région un jour, je vais passer par Carcassonne, c'est certain. C'est certain. Tous les fans de monuments médiévaux rêvent d'aller à Carcassonne. Ma fille rêve d'aller à Carcassonne. Donc, c'est une région Carcassonne. Et toute cette région-là est tout à fait extraordinaire. Et je reçois, justement, on peut l'appeler un Carcassonnais. C'est le bon mot. Anthony Aubert. Salut, Anthony. Bonjour. Le voyage est bien passé? Oui, c'est bien passé. Arrivé il y a 3 jours au Québec. Oui. Et puis on continue notre petite tournée en quelques jours de plus. C'est la première fois au Canada? Première fois au Québec, mais j'étais déjà allé sur la côte ouest, sur Vancouver. La côte ouest. Donc, vous êtes, on va dire tu es un négociant. On peut t'appeler comme ça, un négociant de vin. Donc, tu ne possèdes pas de vignoble. Donc, toi, tu négocies les vins et tu fais des montages, en fait, compte. Tu inventes des vins et ces produits-là, ben, ils viennent jusqu'à nous. Là, ces produits-là, c'est ta job. Avec ton ami, que lui, il est resté en France. Donc, ton ami s'appelle Jean-Charles Mathieu, c'est ça? C'est ça, Jean-Charles Mathieu, un ami d'enfance du lycée. Et on s'est dit pourquoi pas monter l'aventure Aubert et Mathieu ensemble. Donc, toi, tu es un voyageur. Après ton école, je pense que tu es parti en voyage longtemps. Moi, dès que j'ai fini mon master, j'avais 22, 23 ans, je suis parti aux États-Unis d'abord, à New York, où je suis allé vinifier pour un domaine sur l'État de New York. Ensuite, un petit peu de temps en Asie, au Vietnam et en Thaïlande pendant 3-4 ans, pour ensuite revenir à New York pour travailler pour une grande maison de champagne. Et puis ensuite, il y a 4 ans de cela, le déclic, monter ma propre entreprise avec mon ami Jean-Charles. C'est très bien, c'est extraordinaire. Et là, vous avez commencé ça, vous aviez quoi, peut-être 28-30 ans à peu près? Oui, c'est ça, exactement, 28 ans. L'idée de devenir négociant, justement, il y a des risques, là, en fin de compte. Il y a des risques monétaires, il y a des risques... Il y a toujours des risques, bien entendu. Après, être négociant, c'est moins risqué qu'être producteur, dans le sens où l'aléa climatique, c'est pas moi qui porte le risque, c'est le producteur. Si gèle et qui perd sa production, moi, je vais perdre un partenaire, mais je ne vais pas perdre ma production. Je comprends. Tous vos vins, vous aimez votre région, c'est votre pays, en fin de compte. Tous vos vins, c'est du Languedoc-Roussillon. Donc, c'est carrément... Pour ceux qui nous écoutent, le Languedoc, on sait que c'est le sud, mais le Languedoc, c'est quoi en réalité? On sait que c'est très grand comme région. C'est quoi le Languedoc? C'est de où à où? En gros, donc la région Languedoc-Roussillon, si on doit résumer, en gros, c'est de Nîmes jusqu'à la frontière espagnole. Toute la façade méditerranéenne, donc tout ce qui colle la mer. Et c'est je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la région viticole la plus étendue au monde. C'est-à-dire que ça fait la taille du vignoble du Chili, le vignoble du Languedoc. C'est vraiment énorme. D'accord. Ça, c'est énorme. Donc, et la grosse particularité de ce vignoble, c'est qu'on peut faire tout type de vin. Tout type de cépage. Il y a plus de 100 cépages autorisés sur la région. Donc, on peut vraiment faire plein de choses différentes. On a des terroirs très différents, des sols différents, des climats différents. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut s'amuser, faire les vins qui nous plaisent. Parce qu'on parle de vin, on est dans le sud de la France, on s'entend dessus qu'il fait très beau, presque à l'année, il fait chaud. Mais j'ai vu qu'il y a un côté des vins d'altitude. Qu'est-ce que vous voulez dire comme vin d'altitude? Pour aller chercher comme une fraîcheur dans ces cépages-là? Nous, notre constat, c'est que les vins du Languedoc sont très bons, très gourmands sur le fruit, mais souvent un petit peu riches, peut-être pâteux et fort en alcool. Donc l'idée, c'est pour contrebalancer tout ça, c'est d'aller en altitude chercher le raisin
pourquoi l'altitude? Quand je parle d'altitude, c'est 300, 500 mètres en gros, c'est pas les hautes altitudes comme on peut avoir dans les Andes, en Amérique du Sud. Mais l'idée, c'est d'avoir de la fraîcheur, de la minéralité dans les vins. Qu'est-ce qui donne ça en fait? En altitude, il y a de fortes amplitudes de température. Entre la journée, Exactement. le matin Par- puis l'après-midi. Par exemple, en plein été, la journée va faire 30, la nuit va faire 25. Donc il y a une faible amplitude de température. Alors qu'en altitude, il va faire 30 la journée, il va faire 10 le soir. Et ça, le raisin, il aime beaucoup. Ça apporte beaucoup de complexité, beaucoup de fraîcheur. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Et l'idée, c'est de faire des vins très digestes, très faciles à boire. Un verre en appelle un autre, c'est là l'idée. C'est l'idée. Puis avoir des prix, autrement dire, avoir des prix pour monsieur, madame, tout le monde aussi. C'est là. ça. L'idée, c'est pas de faire des très grands vins inaccessibles. L'idée, c'est pas d'être dans une cave pour collectionner pendant 20 ans. C'est de faire des bouteilles qu'on a envie de boire avec nos amis et notre famille et partager. J'ai vu sur votre... j'ai fait beaucoup de lectures à votre sujet et le côté biodiversité, autrement dit, faire attention. On parle beaucoup... Les jeunes comme vous sont plus... Comme toi, vous êtes plus ouverts à ça, autrement dit, faire attention. Vous y pensez. C'est quoi l'histoire avec les abeilles? Là? C'est vous protéger les abeilles. Les abeilles. Oui, avez-vous des ruches dans... C'est un peu ça. Du coup, nous, ce qu'on fait, on est partenaire d'une association qui est basée à Montpellier, donc une des grandes villes du Languedoc-Roussillon. Oui. On est partenaire d'une association qui s'appelle AMPA. Et en fait, on est mécène d'abeilles. C'est-à-dire qu'on participe au financement de cette association et on est parrain de ruches. Donc, pourquoi les abeilles et pourquoi on n'aide pas une autre cause? C'est parce que les abeilles, c'est le premier step dans l'agriculture, en fait. Donc, ça participe à la pollinisation, c'est très, très important. Et je pense que c'est même pas assez médiatisé à mon sens, parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles à cause de tous les pesticides. Oui. Mais voilà, notre petit message, c'est participer un petit peu au financement des associations qui œuvrent pour la préservation des abeilles. Concrètement, on est parrain de ruches. C'est ça qu'on fait avec les abeilles. Est-ce que tous vos vins sont bio ou une partie de vos vins sont bio? Parce que c'est tout un processus avoir le tag bio, puis c'est tout un processus. Alors, le temps, en fait, pour passer d'une culture, d'une vigne classique à une vigne certifiée bio, oui. Il faut 3 ans minimum. Okay. Donc, du moment où on commence et au moment où on reçoit la certification, il se passe 3 ans. Donc, nous, actuellement, 60% de nos vins sont bio certifiés. L'idée, c'est d'aller vers 80% d'ici 2 ans. Voilà. Biodynamie, mais vraiment, voilà, faire attention. Et au-delà d'être bio, on est faible en tout ce qui est produits chimiques, sulfites, pesticides. On essaie vraiment de faire attention. L'idée, c'est de préserver le fruit. Si on le peut, on récolte le raisin et puis on ne fait plus rien, on attend que tout se passe. OK. Juste, quand ça ne se passe pas très bien, ça arrive quand même assez souvent. Donc, le moins bougé possible, autrement dit. Exactement. Puis toute la biodynamie, en fait, c'est l'histoire avec la Lune, puis tout. Mais j'ai vu aussi que vous faisiez des vendanges la nuit. Oui. Ça, c'est une question de biodynamie ou c'est une question par rapport au raisin? Là, c'est par rapport au raisin. On vendange de nuit. Quand on dit de nuit, c'est on commence à 3-4 heures du matin. Oui. L'idée, c'est qu'il fait plus frais. Et en fait, dès qu'on coupe le raisin, la fermentation commence et l'oxydation commence. Il faut aller le plus vite possible. Et plus il fait chaud, plus ça s'oxyde rapidement. Donc, quand on commence la nuit, on réduit ce phénomène d'oxydation. Je comprends. C'est pour ça. En fait, on est plutôt sur une tendance de vin premium. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. On veut faire des bons vins. Et récolter à la main et plus tôt le matin, ça aide à faire de bons vins. Les appellations du Sud, moi, je suis un fan de Picpoul de Pinet. Je suis un amateur d'homard, puis de crabe aussi. Là. Et Limoux aussi. Moi, j'aime beaucoup Corbière, très connu. Hein. Puis aussi les Saint-Chinian aussi. Mais c'est un peu compliqué aussi. Est-ce qu'il y a des grandes différences? On prend la région de Bordeaux, justement. Si on regarde toutes les petites parcelles de terrain, il y a beaucoup de différences. Est-ce que c'est la même chose dans le Languedoc, vraiment avec le terroir, l'altitude? Il y a autant de différences dans toutes ces petites parcelles de terrain-là? Exactement. C'est exactement le même. C'est le système des appellations, des AOP. Chaque appellation a vraiment sa spécificité liée au terroir. Ce qu'on appelle le terroir, c'est le sol, ses caractéristiques. Est-ce que c'est du schiste, du calcaire ou autre? Le climat, est-ce que c'est plutôt un climat méditerranéen, la pluviométrie, le vent? On prend tout ça en considération. Les techniques de vinification, d'œnologie ou de culture de la vigne, c'est pas les mêmes partout. Donc en fait, une appellation d'origine protégée, une AOP, ça valide
tout ça. C'est là l'idée. Est-ce que vous faites affaire avec combien de vignerons de tout le secteur? Actuellement, on travaille avec une trentaine Une de trentaine de vignerons à qui on achète du raisin, en fait. On leur achète du raisin, on leur donne un cahier des charges pour, si je dois résumer, nous on fait nos vins, de la sélection de la parcelle jusqu'à la mise en bouteille, on contrôle tout. Oui. On ne possède ni vigne ni cave à l'heure actuelle. C'est dans les petits papiers, ça va arriver bientôt. Mais ça, c'est notre sujet. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est faire du négoce, être winemaker, comme ce qui se passe en Californie ou en Australie, Oui. mais de manière moderne et premium, avec le vigneron au centre, vraiment être proche de lui et lui demander de créer, élever, cultiver du raisin pour nous, d'une certaine manière, pour qu'on retrouve les caractéristiques qu'on recherche pour nous lors de la vinification et ensuite lors de l'assemblage et de la création des vins. Qui invente ces vins-là? Dans le sens que c'est vous, mais est-ce que ça... À un moment donné, je disais dans une chronique qui disait que vous faites goûter à vos amis, vous voulez avoir les avis des gens aussi pour savoir un peu qu'est-ce qu'on aime en fin de compte. Là? Vous n'êtes pas juste deux à décider ou vous faites affaire avec d'autres personnes? Donc à la base, on est deux à faire les vins, à faire l'assemblage, travailler sur tout ça. Okay. On est accompagné par un laboratoire d'œnologie qui est basé à Narbonne, qui nous fait un petit peu de conseils. Et l'idée, quand on crée un vin, c'est qu'on ne crée pas un vin, on en crée 3. Et on fait goûter à tout notre entourage, à tous nos amis, et on voit est-ce qu'ils préfèrent qu'il y ait plus de bois, moins de bois, plus d'acidité. Oui, okay. On revient à ce que je vous disais initialement, on veut faire les vins que les gens aiment boire. On ne veut pas faire les vins que nous on aime, on veut faire des vins qu'on puisse partager et qui plaisent au plus grand nombre. Donc c'est là l'idée, donc on présente à tout le monde et on se fait notre petit avis. Au début, quand vous avez créé vos premiers vins, votre premier vin que vous avez créé, c'est... Donc nous, première bouteille vendue, c'était en mars 2019. En mars 2019. Ça fait 3 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître, en fin de compte? Faut aller dans les restaurants là-bas en France, faut être... On dit, aller à Paris, il faut se faire connaître dans des grands restaurants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout. et on garde ce qui marche. Oui. Mais ça prend un petit peu de temps. Donc nous, au début, on n'avait que 4 cuvées. Et on est allé frapper à toutes les portes. Et de fil en aiguille, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. On a une identité de marque, une identité graphique, des étiquettes vraiment qui détonnent. On n'a pas notre pareil en France. Donc le look est extraordinaire. On veut dire l'image est extraordinaire. On essaie vraiment de travailler sur ça parce que le vin est important, mais qu'on le veuille ou non, sur une étagère, dans une cave ou dans un restaurant, il y a 1000 vins. C'est très difficile pour le grand public de choisir un vin plutôt qu'un autre parce que c'est difficile à comprendre le monde du vin. Avoir une étiquette qui attire, c'est quand même quelque chose de fort, de puissant. qu'on a travaillé sur ça. Et pour rien cacher, le Covid nous a aidés parce qu'on était bloqués à la maison et on s'est mis à communiquer. Chose qu'on ne faisait pas du tout avant sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, on s'est fait repérer comme ça partout. Et aujourd'hui, on est en très très forte croissance. Moi, je suis un de vos fans du Marie-Antoinette, donc votre corbière que j'ai goûté une première fois. J'ai dit, c'est fantastique. C'est exactement, c'est un style de vin que j'aime beaucoup. Justement, un vin pour ouvrir à tous les jours, un vin pour manger un peu avec tout, en fin de compte. On a une bouteille de Marie-Antoinette et ça va très bien. Donc, un mix de Grenache, de Syrah, puis le côté un peu mentholé là, qui ressort de ce vin-là qui est fantastique. Donc, mais ça, ce vin-là, Marie-Antoinette, il vient comme dans une liste de cuvées. Autrement dit, ils avaient différentes cuvées, différentes listes de vins. Donc, lui, ça se peut-tu que ça soit la cuvée terroir, c'est ça? Dans la liste terroir? C'est la gamme des terroirs, donc c'est nos vins d'appellation d'origine protégée, les AOP. OK. Donc, on fait du Corbière, du Terrasse du Larzac, du Côte du Roussillon, du Minervois, pas mal d'appellations différentes. Et l'idée dans cette gamme terroir, c'est que chaque vin a vraiment un goût très différent. Entre une appellation et une autre, des fois, il y a juste 50 ou 60 km de différence. Oui. Mais le vin a un goût totalement différent parce que le terroir, donc le sol et le climat est complètement différent. Donc, le Eugénie, lui, c'est quoi exactement? Eugénie, c'est du Minervois, donc Grenache, Syrah et Carignan. Ça ressemble un petit peu au Marie-Antoinette, mais il y a un petit peu plus d'acidité, plus de fraîcheur, plus de minéralité parce qu'on est sur des sols plus acides et plus calcaires. Un vin qui fait de la cuve de béton. Il fait seulement de la cuve de béton. Il va pas du béton, après ça, il s'en va en tonneau. Il fait juste du béton. Oui. Donc, c'est que du béton. Et l'avantage de la cuve béton, c'est que ça permet de patiner le vin. D'abord, d'un point de vue thermique, la cuve béton, c'est mieux que la cuve inox.
Donc c'est Oui, OK. on a tout le temps sa température constante. Donc c'est vraiment intéressant pour le vin. Ça revient à la mode. Nous, pour rien cacher, en Languedoc, à l'origine, il y avait quasiment que des cuves béton. Puis c'est tombé en désamour. Et là, ça revient en force. Et nous, on est contents parce qu'on a que de ça partout. Donc on n'a rien à faire. Je comprends. L'autre vin, c'est, je crois qu'il s'appelle le Milo. Milo est un Minervois la Livinière. Donc ça, c'est une toute petite appellation à l'intérieur du Minervois. C'est ce qu'on appelle des crus. Donc c'est vraiment des petits terroirs très, très qualitatifs avec des tout petits rendements. On fait à peu près, pour donner une idée, entre 20 et 30 hectos à l'hectare. Donc un hectare nous rend 200-300 litres de vin. Donc c'est très faible. Et là, la particularité, c'est beaucoup de Syrah dans le Milo. Profil un petit peu nouveau monde, assez riche, mais en même temps, toujours cette trame d'eucalyptus et de menthol dans le vin qu'on fait. Et ça, c'est passé 1 an en barrique pour apporter beaucoup de matière et quelque chose de très dense. Personnellement, ton cépage préféré, c'est quoi? Juste toi, là. La Syrah. Ah, c'est de la Syrah, oui. T'es un gars de Syrah. Il y a beaucoup de Syrah dans ce qu'on fait. Oui. C'est un cépage traditionnel chez nous, dans le Languedoc-Roussillon, dans le sud de la France ou en Espagne. Mais la Syrah, c'est extraordinaire. Tout faire. Le Gaspard, lui. Le Gaspard, c'est... Gaspard, on est dans les terrasses du Larzac. La particularité... Quand on dit terrasse du Larzac, c'est-tu un territoire qui est comme en altitude, vraiment? En altitude. C'est ça, lui. On est en altitude autour de 400-500, là où on fait les vins. Particularité, c'est qu'on met 50% de Mourvèdre, 25 de Syrah, 25 de Grenache. Et ensuite, c'est élevé 1 an en fût de chêne. OK. Et notre particularité, c'est que nous, tous les fûts de chêne qu'on utilise sur toutes nos cuvées, tous les vins qu'on crée, c'est jamais de fût de chêne neuf. On utilise toujours des fûts de chêne qui ont déjà servi. Le premier avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Déjà, c'est l'occasion. Et puis, on les réutilise. Mais l'idée derrière, dans la création du vin, c'est d'avoir des choses moins profil boisé, moins de vanille, moins de tabac. Ça, c'est un peu les styles de vin américains, vraiment très boisés, très dans l'opulence. Nous, on veut juste apporter de la patine, arrondir le tout et laisser du temps au vin pour se reposer. C'est vraiment là l'idée. C'est tout un défi pareil de faire des bouteilles comme cette bouteille-là, mettons, là, Gaspard. Là, elle va se détailler peut-être 25 € ou dans ce coin-là, ou à peu près. Oui, là. en France, c'est ça, c'est dans les 25 €. Donc, mais c'est tout un défi pour essayer de garder les prix on va dire, assez abordables. Là, qu'on peut s'acheter plusieurs bouteilles, qu'on peut l'acheter à la caisse. Parce que des fois, ça va assez vite quand même dans les prix. L'autre vin, le Pablo Maria. Oui. Pablo Maria, ça m'intrigue, Pablo Maria. C'est-tu quelqu'un que vous connaissez ou... Pablo Maria, en fait, c'est le personnage sur l'étiquette, tout simplement, qui s'appelait Pablo Maria. Je l'ai ici. Donc voilà, sur toutes les étiquettes de cette gamme terroir, en fait, on a voulu mixer tradition, modernité. Donc à chaque fois, vous avez des extraits de tableaux d'un peintre montpelliérain. Donc on est resté local, une ville du sud de la France. Et à chaque fois, pour le côté moderne, on a déchiré des magazines qu'on est venu coller un petit peu partout pour apporter un petit peu de peps. Et les packaging de cette gamme ont été élus meilleur packaging au monde, je crois que c'est en 2020, par le magazine Harper's au Royaume-Uni. Donc c'est la petite anecdote qui fait toujours plaisir. Et ce qui fait surtout plaisir, c'est qu'on a fini premier devant les Américains et les Australiens, qui sont très forts en étiquette, en packaging. C'est fantastique. Voilà. Mais c'est vraiment... Les étiquettes sont vraiment belles. Et, non, je vous... quand on met des images, à un moment donné, j'envoie des images aux amis, ils disent « Ah! » tout de suite, il y a une réaction sur l'étiquette. Puis je trouve que des fois, il y a des vins qui devraient faire un peu d'effort pour ça. L'autre vin, justement, cuvée, je veux dire terroir, le Rafa. Rafa, Côte-du-Roussillon, village Caramani. Donc pareil, un tout petit cru. Là, on est à l'extrême sud de la France. On est à vol d'oiseau à 60 km de la frontière espagnole et donc de la montagne des Pyrénées. Oui. Toujours le même système, on est en altitude, pas mal de fraîcheur, c'est ce qu'on recherche, du Grenache, du Syrah, du Carignan. On assemble tout, et là, en particularité, c'est 50% est élevé en barrique classique, 50% c'est élevé dans des barriques qui ont servi à vinifier du vin blanc dans le passé. Donc ça apporte une petite palette fruits exotiques, fruits blancs exotiques, qu'on n'est pas censé retrouver dans du vin rouge, donc ça contribue à apporter de la fraîcheur. Un vin qui est excellent aussi, que vraiment, là, moi, je vais prendre l'expression québécoise, j'ai tripé sur ce vin-là, le hors-piste, le chardonnay, 100% chardot, très peu de sucre, vraiment, ma femme a adoré. Donc là, on est dans le Limoux, justement. Mais le Limoux, dans notre tête, c'est beaucoup de vin effervescent. Mm. Et là, il y a du blanc, il y a du chardot pour le vin tranquille, si on peut dire. C'est ça. Donc Limoux est
d'abord connu pour son crément ou sa blanquette, Oui. ses bulles. C'est vraiment leur spécialité sur ce terroir. C'est aussi connu pour son carnaval. Limoux, c'est le carnaval le plus long du monde, pour la petite anecdote. Donc voilà. Le carnaval qui n'en finit plus. Ah, ça dure 6 mois. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. À OK. Limoux. Le carnaval à l'infini. Ils sont fêtards à Limoux. Ils sont Ils aiment bien faire la fête. Donc voilà. Au niveau du vin, donc c'est le vignoble le plus à l'ouest du Languedoc-Roussillon. Et Limoux se divise en quatre terroirs qu'on appelle océanique, méditerranéen ou haute altitude. Nous, on fait ça sur le côté haute altitude parce que, pareil, on veut chercher de la fraîcheur. Oui. Et on a un climat proche du climat bourguignon, où le chardonnay, le cépage roi de la Bourgogne, il pleut pas mal, il fait assez frais, assez humide. Donc c'est les conditions optimales pour faire du chardonnay sur ce terroir. C'est délicat, c'est vraiment, là, c'est extraordinaire. Là. Ça coule, il y a un côté un peu amande aussi, là, qui est tout à fait fantastique. Je le recommande vraiment, c'est un blanc, je vais le dire, c'est un blanc abordable et spectaculaire, ma blonde. Ma blonde, c'est une fan de vin blanc, donc vous pouvez vous fier sur elle. Donc, on parle, parce qu'on voit des fois sur Internet hors piste, donc la série les vins hors piste, et on voit haute piste. Donc, c'est quoi la différence? C'est exactement la même chose à l'intérieur de la bouteille. Il y a juste une étiquette hors piste, c'est pour le Québec. Ah, c'est pour le Québec. Haute piste, c'est pour tout le reste du monde. Vous êtes à part. On est à part. On vous a donné hors piste. Parfait. Donc, on est hors piste. On fait beaucoup d'hors piste ici aussi, justement. Donc, hors piste, le pinot noir. Pinot noir, ça, c'est particulier parce qu'on a le pinot noir du sud de la France. Automatiquement, dans notre tête, on se dit, oh, t'es un peu, là, ça va être un peu difficile de faire quelque chose de bon. Parce qu'on pinot noir dans grande chaleur, je pense pas que ça fonctionne bien. Mais là, justement, vous recherchez. Toi, tu recherches justement l'altitude. C'est ça. C'est ça. En fait, toujours pareil, le fait d'être en altitude, on arrive à avoir de la fraîcheur, de l'acidité dans le vin et on se rapproche de pinot noir qu'on peut avoir sur l'Oregon. On est vraiment sur ce type de profil assez gourmand. On n'est pas dans le pinot noir bourguignon très fluide et sur le petit fruit rouge et très tendu. On est plus sur le côte ouest américain. OK. On est vraiment entre les deux. C'est vraiment l'idée de la gamme hors piste. Pourquoi ça s'appelle hors piste d'ailleurs? C'est ça. C'est sortir des codes traditionnels. Pinot noir et chardonnay, c'est censé être uniquement en Bourgogne ou sur la côte ouest des États-Unis. Ben, nous, on le fait en Languedoc, donc on est un petit peu hors piste. Et l'idée, c'est de faire des vins très d'union entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Avoir d'un côté cette fraîcheur, cette acidité, ce fruit de la Bourgogne et cette gourmandise qu'on peut retrouver par exemple sur l'Oregon ou sur l'État de Washington. C'est excellent. Et si vous êtes fan de Pinot, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Si vous êtes fan de Pinot Noir, il faut absolument essayer le hors-piste. Vous allez voir, vous allez, je vais le dire encore, vous allez triper. Et là, les cuvées de Crew, en fin de compte, les cuvées bio, ici, là, on tombe avec des noms, des prénoms. Donc, c'est le fun. J'ai vu, ça, c'est des bouteilles qui ne sont pas disponibles ici encore, ici au Québec, mais je pense qu'on va voir sur les tablettes bientôt. Très intéressant. On commence avec le Kate. Kate exactement, qui est donc un Sauvignon blanc, 100% bio. Oui. Donc on a lancé cette cuvée il y a 2 ans, ça fonctionne très 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 bien. L'idée, il y a 2 types de Sauvignons selon moi. Les Sauvignons plus néo-zélandais, vraiment sur le cassis et l'acidité. Et les Sauvignons qu'on fait par exemple chez nous dans le Languedoc, on est plus sur des profils exotiques un petit peu plus gras. C'est là l'idée. Mais toujours avec cette fraîcheur, facile à boire, simple. Du Sauvignon. Parce que les fans de Sancerre, c'est des fans de Sauvignon. Donc là, on va avoir un peu moins crispy un peu que le Sancerre, un peu plus gras là, que le Sancerre. Et quand on le voit passer ça souvent, on parle d'agrappage. On dit, vous enlevez tous les raisins. Est-ce que c'est tous les vins, c'est comme ça? Vous enlevez toutes les grappes des... C'est ça. Donc on appelle ça la rafle. La rafle, c'est exactement. La partie verte qu'on appelle, on la sépare. Donc à la fin, dans la cuve, il reste uniquement des baies de raisin. Juste le raisin, exactement ça. Donc l'autre vin, justement, dans cette série-là, les séries bio, le Amy. Amy, donc un assemblage de Grenache et de Syrah. Le Grenache est majoritaire. Là, l'idée, c'est d'avoir un vin rouge, fruité, frais, croquant, vraiment facile à boire. C'est vraiment le vin
de tous les jours, si je peux dire, qui est certifié bio. C'est élevé en cuve béton, il n'y a pas du tout de bois. Donc on est vraiment sur le frais, le croquant, le vif. C'est super agréable. À titre personnel, c'est mon vin préféré parmi tout ce qu'on fait. Le Emi. Oh oui. Ah oui. Puis l'autre, c'est le Suzy. Suzy qui vient. Est-ce que c'est des filles que vous connaissez ou non? Non, ça aurait pu, mais c'est aller chercher, ça va chercher beaucoup moins loin. Si je peux dire. L'idée, en fait, donc on a lancé cette gamme bio sur la demande à l'origine de notre importateur au Royaume-Uni. Et donc on ne savait pas trop comment appeler les vins. Et avec mon associé Jean-Charles, on ne savait pas trop comment les appeler. Et il m'a dit, on n'a qu'à l'appeler Kate. Oui. Pourquoi Kate? Et il me dit, comme Kate Middleton, c'est la future reine d'Angleterre, tout simplement. Bien sûr, oui, bien sûr. Et voilà. Et de fil en aiguille, on s'est dit, allons au fond des choses. On n'a qu'à l'appeler Amy, comme Amy Winehouse. C'est la maison du vin, c'est la gardienne du vin. Et ça fonctionne très bien au Royaume-Uni et ça fait sourire tout le monde. Et voilà. Donc autrement dit, vous vous étendez, là. Vous avez l'Angleterre, vous avez la France, bien sûr, ici au Québec, et est-ce que vous allez ailleurs aussi dans le monde? On est dans 25 pays dans le monde aujourd'hui. Vous êtes sérieux? 25. Ça va. C'est incroyable. Vous êtes en feu? On est en feu, là. On ne dort plus. Vous êtes en feu. Trop en feu, oui, c'est ça. Pour le rosé, le rosado, le rosé. Ça, c'est le vin ici. Les vrais fans de rosé, c'est à l'année, même si on est dans la neige pendant longtemps. Mais les fans de rosé, eux autres, ils boivent du rosé à l'année. Qu'est-ce que vous avez dans le rosé? Alors nous, le rosé, donc, s'appelle Palooza Grenache, essentiellement. Un tout petit peu de Vermentino à l'intérieur cette année, pour apporter un petit côté floral et un petit peu de peps. Mais c'est essentiellement du Grenache. Et l'idée, c'est de faire un rosé. C'est le rosé, pour moi, idéal pour partager avec des amis. C'est vraiment quelque chose de... sur le fruit, croquant, une couleur très pâle qui correspond aux attentes actuelles. Un peu comme c'est la tendance, les dry rosés ou la tendance. C'est un rosé qui est, comme vous avez dit, qui est dry, qui est sec. Il n'y a pas du tout de sucre résiduel. D'ailleurs, dans aucun de nos vins, il y a du sucre. Il y a zéro partout. Mais quand vous le buvez, c'est très fruité. On pourrait croire qu'il y a du sucre alors qu'il n'y en a pas. C'est vraiment le fruit qui apporte cette sensation. C'est une tendance, le sucre, en fait, de surveiller le sucre dans les bouteilles. Souvent, on va... c'est comme un peu un réflexe qu'on a. Est-ce qu'il faut se soucier de ça? Moi, je pense pas. Là. Mais c'est vraiment... est-ce que c'est une mode ou les gens... est-ce que c'est passager ou ça va rester sur surveiller le sucre dans le vin, pas dépasser 3 grammes, là, puis tout ça, là? En fait, le sucre, c'est vraiment une tendance Nouveau Monde. Donc, Nouveau Monde, c'est tout ce qui est les producteurs type États-Unis, Chili, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, où il y avait des tendances à avoir du sucre résiduel dans les vins de 2, 3, 4, 5, voire plus par litre. Alors qu'en Europe, ce qu'on appelle l'Ancien Monde, il y a 0 g dans tous les vins, sauf des vins liquoreux où il y a du sucre naturellement. Mais sinon, tous les vins en Europe sont dry. Il n'y a aucun souci sur ça. De mon avis, pourquoi les vins du Nouveau Monde étaient sucrés? C'est une tendance qui est en train de baisser. Il y a de moins en moins de sucre dans les vins du Nouveau Monde. Mais c'est que par exemple, quand on a commencé à boire du café, vous et moi, je pense, au début, vous mettiez du sucre. Oui. Aujourd'hui, vous n'en mettez plus du tout. Exactement. En fait, voilà. Au début, quand on commence, c'est plus facile à boire. Et puis finalement, on n'aime plus ça. Donc on arrête. Et c'est pareil avec le vin. Au début, un public jeune aime bien que ce soit facile à boire, que ce soit doux, c'est un petit peu sucré. Et avec le temps. Les gens grandissent et ils veulent des vins. Si on veut vraiment un vin, il n'y a pas de sucre. C'est pas, voilà. Si on veut vraiment du vin, il n'y a pas de sucre. On est à 0 g par litre ou en dessous de 2 grammes. La norme, pour être considéré comme sec, ou dry, il faut être en dessous de 2 grammes par litre. Voilà, en France. Tous les vins le sont. Mais voilà l'idée derrière le sucre. Anthony Aubert, c'est quoi vos projets pour... vous êtes jeune, puis votre partenaire Jean-Charles aussi. C'est quoi vos projets pour l'avenir? Vous pouvez donner tous les secrets, mais je veux dire, c'est... comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en feu. Vous avez un produit tout à fait extraordinaire. Vous avez... puis quand on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, il y a un dynamisme. C'est le fun. Il y a comme un attachement aussi. Je veux pas avec les... on ne se sent pas loin. La personne qui achète une bouteille, la personne qui se renseigne un peu sur vous, il y a comme une espèce d'attachement là, qui se fait automatique. Moi, j'aime beaucoup ça. Des fois, on parle de château, on sent comme un éloignement, puis à un moment donné, on ne sait plus trop à qui on a affaire. Mais là, je vous parle à vous, là, à toi, là, tu es là, à côté de moi. Non, c'est quoi vos projets, là, des choses là, qui... vous voulez grandir, en fin de compte?
veut grandir, bien sûr. Parce que l'aventure ne fait que commencer. Ça fait que 3 ans C'est incroyable. qu'on a lancé Aubert et Mathieu. Les projets, c'est déjà continuer à faire ce qu'on fait, rester accessible et simple. C'est vraiment ça l'idée derrière nos vins. On n'est pas, voilà, parler de grands châteaux, on sent l'éloignement. Nous, c'est pas ça du tout notre philosophie. C'est au contraire, c'est être proche des gens. Les projets, il y en a des dizaines, il y en a des nouveaux tous les jours et d'autres qui s'en vont, d'autres qui restent. Mais les grandes tendances, c'est travailler sur de nouveaux vins, aller sur des vins nature, des vins oranges, Oui. des choses comme ça. On pense à faire du vin en canette, quelque chose d'assez nouveau qui est très peu présent en Europe, mais qui est de plus en plus présent sur les pays anglo-saxons. Donc on y réfléchit. Et ce qui pour moi est le plus cool, et je pense que ça va se réaliser dans les 2 années à venir à court terme, c'est l'achat d'une petite propriété avec un petit peu de vigne et surtout avoir une vraie structure pour accueillir nos clients, nos amis et partager ce qu'on fait. Parce que votre bureau à Carcassonne, il n'y a pas de magasin en tant que tel. Non, il n'y a pas de magasin. Nous, on vend tout. On a un site web, on peut vendre en direct, mais sinon, Oui. on vend via les restaurateurs et les cavistes en France. Et Donc, le but, c'est d'avoir comme un pied à terre pour recevoir les gens. Là, on reçoit les gens, mais c'est un bureau. C'est ça. Pas de magie. Je comprends. Mais si vous avez un petit coin de pays à vous, là, tu peux recevoir les gens. Là, tu peux faire un peu comme un peu des no de tourisme. Là, en fait, compte, faire goûter au vin. Puis est-ce que vous voulez demeurer vos vins dans le Languedoc? Est-ce que vraiment, c'est votre coin de pays? Vous voulez rester là? Très, très bonne question. Parce que la tentation est forte d'aller faire la même chose sur d'autres régions. Parce que vous êtes à côté, juste là, sur le sud-ouest, qui est à côté. Bordeaux est à 3 heures. Oui, exactement. Je pense que ça va venir. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire, même moi, je ne le sais pas. Mais l'idée de faire un Bordeaux ou du Loire ou du Côte-du-Rhône, c'est des choses qu'on a en tête et ça va certainement arriver un de ces jours. Anthony Aubert, Jean-Charles Mathieu, Aubert et Mathieu, des vins, je vous le dis, là, c'est des vins tout à fait extraordinaires. La chance qu'on a, c'est de n'avoir plus. On va en avoir plus. Souvent, les bonnes bouteilles, ils partent vite. Et à un moment donné, il est assez rare quand même, les bouteilles. Puis moi, le Marie-Antoinette, automatiquement, quand il y en a un peu, je fais des réserves, mais je bois. Ma cave ma cave s'écoule assez rapidement. Mais là, on va pouvoir avoir beaucoup de produits. Merci beaucoup. Puis bon séjour chez nous. Merci beaucoup. À bientôt.